Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et sur vos chaînes de la TNT. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Voilà plusieurs jours que la Garonne est en crue, conséquence des pluies diluviennes qui se sont abattues. Dans ce journal, nous irons sur place avec nos confrères de Via Occitanie mesurer l'ampleur des dégâts dans un instant. Dans ce journal, vous entendrez le témoignage poignant de Louisa, qui a frôlé la mort après avoir contracté le Covid, un Covid dur. Elle raconte son émouvante histoire aux caméras de TL7, la télévision de la Loire. 2,8%, c'est le taux d'inflation en 2021. Conséquence, les prix dans l'alimentaire ont gonflé. C'est l'inquiétant constat dressé par une équipe de Via ATV en Martinique, aux Antilles, qui a rencontré des consommateurs mécontents, vous le verrez dans ce journal. Dans ce journal également, nos confrères de la Dépêche nous emmèneront dans le Gers, où Grishka et Igor Bogdanov, décédés respectivement le 28 décembre et le 3 janvier dernier, avaient acquis un château dans les années 80, un château laissé depuis à l'abandon que nous visiterons. En début de semaine, Météo France plaçait 5 départements du sud-ouest en vigilance orange, du fait d'un fort risque de crue bien sûr, et pour cause la Garonne qui est effectivement sortie de son lit, causant de nombreux dégâts. Jonathan Donzé et Manon aussi de Via Occitanie se sont rendus à Caser, à une 60aine de kilomètres au sud de Toulouse, pour rencontrer les sinistrés. Regardez. Une véritable cascade dans la ville rose. Ce mardi à Toulouse, les quais sont inondés, empêchant totalement leur accès. Le niveau de l'eau atteint 3,50 m et le débit de la Garonne a été multiplié par 15 depuis lundi. Plus au sud du département, la crue de la Garonne a surpris les habitants de Caser ce lundi soir. De nombreuses maisons ont été inondées durant la nuit sur le quai des Fusillés. Une dizaine de personnes ont été évacuées par les pompiers. D'autres se sont réfugiés à l'étage de leur maison. L'eau est montée en quelques minutes. En une demi-heure, une heure, on s'est retrouvé avec l'eau qui rentrait déjà à la maison. Donc il y a dû avoir 30-40 cm en très peu de temps. On avait les stores fermés et ça rentrait, il y avait rien à faire. Et c'est monté jusqu'à 2h du matin. Il y avait tout qui flottait, les bouteilles de vin. Le garage, il y a une pièce où il y a tout l'électroménager et tout ça, ça a pris plus d'1 mètre d'eau. Ici, dans le salon, je vous dis, le canapé flottait, ça allait jusqu'à la table du salon en hauteur. De mémoire d'homme, certains habitants n'avaient pas vu un tel phénomène depuis 70 ans. Cette crue a dû dépasser en intensité ce qui s'était passé le 2 février 52, si j'ai bonne mémoire. À Caser, les dégâts sont matériels, mais il n'y a pas eu de blessés. Selon Météo France ce mardi, le Gers, le Tarn-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne restent en vigilance orange crue, au moins jusqu'à mercredi matin. Voilà, et puis sur le front de la Covid, se faire vacciner de 19h à 3h du matin, un dimanche, c'est désormais possible. Enfin, uniquement à Sarola-Carcopino en Corse, à 15 km d'Ajaccio, où vient d'être ouvert un centre de vaccination 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Donc voici ici quelques images prises par Angelina Rossano de Télé Paese, une première en France qui donnera peut-être des idées à d'autres. Voilà, et puis Covid-19 toujours, Céline Ercilia de TL7, la chaîne de la Loire, a rencontré Louisa Alibert, qui a bien failli, comme je vous le disais en titre, être emportée par la maladie. Aujourd'hui, elle qui était réfractaire à la vaccination a vraiment changé de discours, vous allez le voir, un témoignage édifiant. J'essaie de guérir vite pour aller comme j'étais avant. Cette discussion entre mère et fille aurait pu ne pas se produire. Si aujourd'hui Louisa Alibert peut profiter de ses proches, c'est grâce au médecin et à sa volonté de battante. En été dernier, elle contracte le Covid-19. Elle avait fait le choix de ne pas se faire vacciner. Parce que j'entendais tellement de gens autour de moi qui me disaient « mais ça sert à rien ». Et tout, mon mari l'a fait, ma fille l'a fait. Et j'aurais dû écouter mon mari parce qu'il m'avait pris rendez-vous pour faire le vaccin. Je n'ai pas voulu, j'en ai fait qu'à ma tête. Eh ben, j'ai payé les conséquences. Très vite, elle tombe dans le coma. 3 mois en réanimation, suivi de 3 autres mois d'hospitalisation. À plusieurs reprises, elle frôle le pire. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre comment je m'en suis sortie. Franchement, finalement, il y a toujours un miracle dans la vie. Il faut y croire. Une épreuve traversée aussi par ses proches, comme sa fille Mélissa. Et quand je suis allée voir ma mère la première fois dans le coma, c'est waouh, c'est dur. J'ai pris la plus grosse claque, mais la plus grosse claque de ma vie. On se rend pas compte, on dit que ça arrive qu'aux autres, mais le jour où ça arrive à moi, enfin à nous, puis le coma, c'est pas beau en fait. Elle est branchée de partout, elle est gonflée, puis on se dit est-ce qu'elle nous entend, est-ce qu'elle est là, enfin
Pour moi, le centre de coma, c'est comme si elle était plus de ce monde, donc ça a été très éprouvant. Puis elle nous a fait des arrêts cardiaques. Louisa a pu finalement sortir de l'hôpital le 24 décembre dernier, mais le chemin de la guérison est encore long. Les médecins lui ont implanté une pile au cœur. Elle n'a toujours pas retrouvé le goût et l'odorat. Elle a toujours des difficultés pour se déplacer, mais poursuit ses efforts. Son objectif, redevenir la femme dynamique qu'elle était. Et pour cela, elle passera en mars prochain par la case vaccination. Voilà, et puis sur le sujet sensible de l'ouverture des discothèques, sujet sensible pour les jeunes, Jean Roch du VIP Room à Saint-Tropez, qui a rencontré les équipes de Nice Matin, a posé une question cette semaine dans Face au territoire au ministre chargé du tourisme, justement Jean-Baptiste Lemoyne. On l'écoute. Bonjour Monsieur le ministre, une simple petite question. Je m'interroge sur la position prise par le Premier ministre anglais, Monsieur Boris Johnson, de laisser tout ouvert en Angleterre. Restaurants, bars, aucune limitation. Et également les discothèques. Et ça continue de fonctionner. Sa position par rapport au virus, par rapport à la Covid, est celle de créer une immunité collective. Raison, tort, je pense que tout le monde navigue à vue et que personne n'a la réponse. Mais je voulais savoir, vous, quel était votre sentiment par rapport à ça ? Alors, en fait, on a voulu prendre des mesures de freinage pour pouvoir tout simplement éviter l'engorgement des hôpitaux. Jean Roch dit, finalement, au Royaume-Uni, tout est resté ouvert, globalement, et ça continue à tourner. Oui. Mais le Royaume-Uni, en matière hospitalière, je dirais, a peut-être des pratiques un petit peu différentes. C'est-à-dire que quand vous êtes une personne très âgée et que vous arrivez potentiellement pour être placé en réanimation, ce que je comprends de la politique de santé, c'est que en France, on fait tout pour sauver tout le monde, quel que soit l'âge. Et que manifestement, la façon de pratiquer au Royaume-Uni est peut-être un peu différente, ce qui explique aussi certaines décisions. Voilà, et puis tout à fait autre chose dans l'actualité, je vous le disais dans les titres, d'après les chiffres de l'INSEE, l'inflation en France en 2021 est de 2,8%, un taux qui reflète une réalité bien difficile, notamment pour nos compatriotes martiniquais, rencontrés là-bas par Robin Paris de Via ATV aux Antilles. Les produits frais, ce sont eux les plus touchés par le renchérissement des prix à la consommation. Avec une hausse moyenne de 2%, ils deviennent presque hors de prix pour les consommateurs. La vie est devenue vraiment trop chère. Une bouteille d'huile est à 1,15 €, maintenant elle est à 1,79 €. On n'arrive pas à joindre les deux bouts, tout est chaud, tout est chaud. Sur 20 €, tu fais des courses, tu sors avec 4 articles et il n'y a pas beaucoup de choses. Dans cette étude de l'INSEE, les prix de l'alimentation progressent de 0,9% entre juillet et novembre 2021. Les prix de l'énergie ont aussi flambé, avec près de 17% pour la bouteille de gaz en l'espace de quelques mois. L'énergie subit donc la plus forte hausse, mais c'est bien dans leur panier repas que les foyers vont essayer de se rattraper. On joue sur l'alimentation et on réduit sur l'alimentation. Et c'est vrai qu'on constate une hausse des prix importante pour un panier, je dirais, ordinaire. On est passé il y a presque un an de 80 € au début d'année à 150 €, à 100 € et maintenant à 150 €. La publication de l'INSEE interpelle et corrobore la plainte justifiée d'une vie trop chère en Martinique. La problématique de la vie chère est réelle parce qu'il y a des dérapages de prix sur des éléments essentiels de la vie des Martiniquais et il faut des réponses. La vie chère, ce n'est pas une illusion. Il y a suffisamment d'enquêtes, même nous, Interentreprises, nous avons démontré en début d'année que non seulement la confirmation de la vie chère, mais il y a des actions qui peuvent être menées pour baisser rapidement de 20% certains produits de première nécessité. Un avertissement supplémentaire sur la situation des Martiniquais et beaucoup espèrent des mesures concrètes pour 2022. Et puis également dans l'actualité, les prix de l'alimentaire augmentent, mais également ceux du carburant. Jérôme Houbron de WEO TV, la chaîne de La Voix du Nord, a tendu son micro à des automobilistes amiénois qui lui ont donné leurs petites astuces, leurs recettes pour faire baisser la facture. Regardez, c'est toujours bon à prendre. Nouveau coup dur pour les automobilistes en ce début d'année 2022. Le prix du carburant continue sa flambée. En seulement 2 semaines, le litre de diesel ou d'essence voit son coût augmenter d'environ 5 centimes. Maintenant, il ne dépasse pas en dessous des 1,50 €.
il est au-dessus. Donc moi, je fais 30 km au matin, 30 km au soir, 60 km, je vais dire à la journée, ça commence à peser dans le budget. Là, je suis dans une station en plein centre-ville, c'est encore, je pense, le plus cher que j'ai vu. Et là, je vais mettre que 10 € parce que ça me paraît beaucoup trop élevé. À 1,69 € le litre, le samplon 95 affiche une augmentation record de 21% en un an. Plus 24% pour le diesel à 1,62 € le litre. Une hausse constante, conséquence d'une crise sanitaire qui s'éternise. Alors pour faire des économies, toutes les astuces sont bienvenues. On réduit un peu, on essaye de faire en sorte de réduire les trajets. On a pris l'habitude de faire les trajets qu'on pouvait faire à pied dans le temps, on le fait tout le temps en voiture. Acheter un véhicule neuf, passer à l'électrique, en matière d'économie, les offres ne manquent pas. Mais voilà, certaines solutions restent onéreuses. Dans ce garage amiénois, il faut compter entre 200 et 600 € pour convertir son véhicule au bioéthanol. Carburant certes bien moins cher, mais peu connu. On va dire aujourd'hui, j'ai de la demande, une voiture par mois, je trouve que c'est très peu. Après ça consomme moins, c'est beaucoup moins cher, c'est plus intéressant à changer, à mettre en éthanol. Malheureusement pour les adeptes du moteur thermique, les prix du carburant risquent fort de se maintenir plusieurs semaines. Dans un contexte de crise sanitaire, c'est peut-être le télétravail qui restera le moins coûteux. Et puis, comme vous le savez sans doute, la crise économique touche les étudiants de plein fouet. Certains vivent en dessous du seuil de pauvreté. 40% même d'entre eux envisagent d'arrêter leurs études. Alors, un peu partout en France, des initiatives sont mises en place pour tenter de les aider. Comme à Bordeaux, vous allez le voir, où leur sont remis des colis alimentaires. Aurélie Chialvo de TV7 a assisté à une distribution sur place. Regardez. Survivre et s'alléger d'un fardeau financier lorsqu'on est étudiant, c'est ce qui a conduit Lilia à s'inscrire auprès du Crous pour pouvoir bénéficier de colis alimentaires. J'ai que les bourses pour me payer mon logement et tout ce qui est alimentaire, personnel, etc. Et les courses, ça a quand même un budget, je le vois quand je dois acheter des trucs en plus. Comme elle, ils sont un peu plus de 3000 en situation de précarité dans toute la métropole bordelaise. Mais la plupart des étudiants bénéficiaires sont étrangers. C'est une aide financière, ça m'aide beaucoup. La distribution alimentaire est hebdomadaire. Chaque étudiant reçoit 2 colis de 5 kg, soit l'équivalent de 18 repas. On distribue les pâtes, le riz, le couscous, etc. Ça dépend des saisons. Pour assurer une distribution optimale, l'approvisionnement est réalisé auprès de plusieurs donateurs. Les étudiants dentaires qui nous ont offert près de 900 kilos de dentifrice, de brosses à dents, de produits d'hygiène dentaire. Des associations locales aussi sur Talence sont venues apporter des colis. Malgré la générosité des donateurs, en 2021, la Banque alimentaire a constaté une baisse effective de 15% sur 20 000 tonnes de denrées alimentaires habituellement fournies par la grande distribution. Voilà, après les étudiants, les seniors, coup de projecteur dans ce journal sur un EHPAD à Guingamp où l'on ne parle pas de résidents mais d'habitants. Une nuance qui a son importance, c'est que nous explique Mathilde Kemener de TVR. Vous voulez couper des fruits, Albertine ? Comme à la maison, ces résidentes de l'EHPAD de Kersalik à Guingamp participent à l'élaboration du repas. Ici, elles sont d'ailleurs considérées comme des habitantes pour souligner leur rôle actif. Moi, ça me plaît et puis j'aime bien piquer dedans aussi. Ils vivent comme à la maison. Voilà, avec des repères comme préparation des repas, les informations, passer le balai, enfin voilà, tout ce qu'on faisait à la maison à leur époque. Et dans l'équipe soignante, une infirmière peut devenir une aide-soignante. Mais ici, on essaie de se mélanger. Autant l'aide-soignant peut être un jour, donc faire des prises en soins, mais le lendemain, elle peut très bien être en animation. Cette EHPAD est pensée comme un véritable village. Cours de tai chi, de percussion, épicerie et bien sûr brasserie. Chacun peut y réserver une place et inviter ses proches. Et pour y aller, certaines se mettent sur leur trentaine. On touche pas. Qu'est-ce que vous prenez quand on va au restaurant ensemble? Moule frites. Là, on voulait vraiment proposer une prestation de restaurant, donc un service à la carte avec des produits de qualité, locaux, bio, fait maison et cuisson minute. Grâce à tous ces changements, les antidépresseurs ont été divisés par 2 dans l'établissement. Pour la directrice, ces personnes ont certes des troubles cognitifs, mais elles sont encore en vie et ont des envies.
Alors on est peut-être un peu novateur, mais nous depuis déjà 2015, on est dans les pattes du futur. On reproduit tout simplement la vie de l'extérieur à l'intérieur. Un fonctionnement qui fait le bonheur des habitants, mais aussi des soignants. Ici, la direction n'a aucun problème de recrutement. Voilà, comme vous le savez, les jumeaux les plus célèbres de France, Igor et Grichka Bogdanov, ont été emportés par la Covid et inhumés le 10 janvier dernier. Agnès Grimaldi, nos confrères de la Dépêche et ses équipes se sont rendus sur leur terre, dans le Gers, où ils avaient acquis en 1986 le château d'Esclignac. Raymond Val, le maire de Fleurance, une commune voisine, se remémore les bons moments passés là-bas. Écoutez. C'était une famille qui avait adopté le Gers et qui donnait l'impression de vraiment se plaire dans ce cadre magnifique. Il faut dire que le château d'Esclignac est bâti sur des anciennes ruines romaines. Il y a même des traces de bains romains, il y a vraiment une nature avec une végétation et des arbres fantastiques. Et je me rappelle de tablés qu'on faisait à l'extérieur, on était une vingtaine autour de cette table. Et j'avais l'impression quand même qu'il y avait une forte communion entre le père et ses enfants et quelques petits-enfants déjà qu'on voyait. Voilà, pour ce reportage, reste maintenant à mettre d'accord les 11 héritiers des jumeaux, à savoir les 5 frères et sœurs de Grichka et les 6 enfants d'Igor, quant à l'avenir de ce château. Tout à fait autre chose dans l'actualité, alors que l'on compte en France quelques 400 boutiques vendant du CBD, un des constituants du cannabis. Un arrêté daté du 31 décembre interdit désormais la vente de feuilles et de fleurs de chanvre. Une nouvelle qui, vous le pensez, ne ravit pas les professionnels, comme Yvan, que Fanny Bragard de Moselle TV a rencontré pour nous. Fan de Baudelaire et vendeur de CBD, Yvan n'imaginait pas que sa boutique Les Fleurs du Mal porte si bien son nom. Depuis le 1er janvier, l'État français lui interdit de commercialiser les fleurs et feuilles de ce dérivé du cannabis, pourtant légal. Si c'était une question de santé publique, comme ils le disent en fait, il laisserait ces produits se vendre normalement, comme dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne. Donc c'est pour ça que c'est très contradictoire leur arrêté. C'est là tout le problème. Cet arrêté français se heurte au droit européen, qui ne considère pas le cannabidiol comme un stupéfiant, tant qu'il contient moins de 0,3% de THC. Désireux d'exercer en toute légalité, Yvan a fait analyser chacune des 11 variétés de fleurs qu'il proposait à la vente. Ça, c'est la plus élevée que j'ai. Donc c'est l'OG Kush. Donc elle est à 0,18% de THC. Sachant qu'en termes d'effet, qui est 0,06 ou 0,18, c'est exactement la même chose. Ouvert en juin dernier, son commerce florissant pourrait ne pas survivre à cette interdiction. On va essayer de s'en sortir avec les autres produits. Et puis on verra bien, même si théoriquement c'est pas possible, quoi. Parce que 60% du chiffre d'affaires, on ne peut pas le rattraper. Sur un produit, on ne peut pas le rattraper avec les autres, quoi, pour moi. Donc ça va être compliqué. D'autant plus compliqué que la vente d'infusion est elle aussi interdite. Or, elle représentait 5 à 7% des ventes d'Yvan. Au placard donc fleurs et infusions, mais peut-être pas pour toujours. Loin de calmer le jeu autour du CBD, cet arrêté devrait laisser place à une nouvelle bataille juridique. Les professionnels du secteur s'apprêtent à déposer des recours devant le Conseil d'État. Je vous propose dans ce journal maintenant de découvrir l'étonnant projet de Maxime Perrotet, un photographe habitant de Saint-Dié-des-Vosges, qui a décidé de tout quitter et de ne vivre qu'avec le strict minimum. Un reportage d'Aurélie Colombel et de Thierry Lasson de Vosges Télévisions qui sont allés voir avec lui quel était son quotidien. Donc hormis pour le canapé, ça c'est donné. De ce bel appartement des Audaciens ne restera bientôt plus que des pièces vides. Maxime a décidé de tout quitter et vivre avec le strict nécessaire. On accumule certaines choses et on perd peut-être un petit peu l'essence même de nos vies. Et je me dis peut-être que dans quelques jours, la chose la plus importante pour moi, ça sera une bougie ou le feu que j'aurai à mes pieds. Et voilà, j'ai besoin d'aller rechercher ça, quelque chose de plus ancré dans le réel. C'est donc sur des sites forestiers qu'il s'installera avec son 4x4 aménagé. Photographe, triathlète et amateur de défis, en parallèle, il poursuivra ses activités professionnelles sur le secteur de Saint-Dié, tout en se donnant 9 mois pour satisfaire son besoin d'aventure, un dépassement de soi, sa crise
de la quarantaine. Le Covid en est un élément déclencheur, ou l'a peut-être un petit peu cristallisé, les confinements, cette complexité de vivre qu'on peut ressentir en ce moment. Donc c'est une chose, j'ai la possibilité de le faire aussi. Famille, amis, employeurs, mi-amusés, mi-inquiets sont à ses côtés. Reste à confier son chat, une présence qui va lui manquer. Mes affaires propres, elles se réduiront assez simplement à quelques t-shirts, quelques pulls, quelques caleçons, un appareil photo et un ordinateur portable. Une démarche artistique accompagne ce projet, l'envie de faire des clichés en pleine nature, à son rythme. C'est prendre du temps pour se balader, être contemplatif, ça fait un peu ermite comme ça, mais être contemplatif des choses, pouvoir profiter et rien que les regarder, c'est parfois important de regarder. Pour quelqu'un comme moi, c'est important de regarder les choses. Et puis c'est des journées qui vont être aussi assez remplies parce que tout sera plus compliqué en termes de gestion du temps. Au programme, accomplir les rêves toujours repoussés à plus tard. Première étape, admirer les aurores boréales en Laponie, une aventure à suivre. Direction dans ce journal la Bretagne maintenant, et plus précisément Lannion, où un drôle de bateau aussi luxueux qu'écologique a vu le jour. Une naissance auquel Mathilde Kemener de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, a assisté. Regardez. Il y a 4 ans, un drôle de bateau faisait sensation au port de Trébordin, un bateau rond avec vision sous-marine et terrasse à l'étage, un concept tiré d'un film de James Bond. En 1977, j'avais 17 ans. Il y a une capsule dans ce film où James Bond et sa James Bond Girl s'échappent à la fin. Et je me suis dit, tiens, un jour, il faudrait créer ça. Un rêve qui devient des décennies plus tard réalité. L'usine est désormais construite à Lannion et le premier bateau prend vie. Bon, aujourd'hui, maintenant, chacun a compris que Antenea est passé au stade industriel. On a une très belle usine qui nous a été livrée par Lannion Trégor Communauté. Et donc, nous avons commencé la construction du numéro 1, qui va être livré au Qatar au printemps prochain, à Doha. Et ce sera une vitrine extraordinaire puisqu'il sera arrivé avant la Coupe du Monde de football. Donc chacun, tous les visiteurs du monde entier pourront voir dans le port le premier Antenea. Une concrétisation. Pourtant, il y a quelques mois, le projet était mis à mal par la crise sanitaire. Des clients se sont retirés, mais d'autres sont apparus. Finalement, on s'est aperçu assez vite, et les médias l'ont dit les premiers, que Antenea est un produit Covid-friendly. Et donc c'est vrai, assez vite. Et effectivement, c'est une évidence. C'est vraiment à côté des très gros paquebots, par exemple. Quand tu es 5000 personnes ou peut-être même plus sur un bateau, c'est énorme. Alors que si on imagine un complexe Antenea, par exemple, eh bien chacun est indépendant. Pour l'instant, 15 salariés ont été embauchés et 5 recrutements sont prévus en ce mois de janvier. À terme, les associés prévoient une 40aine de salariés sur site pour fabriquer une 20aine d'Antenea chaque année. Voilà, et puis le Palais des Papes à Avignon se refait une beauté. Les 3500 mètres carrés de façade du somptueux bâtiment gothique du Moyen-Âge sont nettoyés à l'aide d'huiles essentielles de citron, de géranium et de menthe. Le saviez-vous? Une technique insolite qui mérite tout de même une petite explication qu'est allé recueillir pour nous Adrien Pommier de la Provence, nos confrères sur place, auprès de la restauratrice Carole Sanchez. Là, on est sur un traitement curatif préventif qui est donc à base d'huiles essentielles. Ces huiles essentielles sont composées donc de citronnelle, menthe et géranium. On les applique principalement sur toute la prolifération de micro-organismes type lichen, mousse qu'on peut voir ici sur le Palais des Papes. Et ces huiles essentielles vont nous permettre donc d'altérer le lichen pour que celui-ci soit fragilisé et être plus facilement retiré à la vapeur. Et donc le choix de la vapeur, c'est aussi un choix pour de conservation de l'épiderme parce qu'il est non abrasif, c'est une technique non abrasive. Et puis on ouvre une page de sport dans ce journal maintenant, cette fin du mois de janvier, où les grands noms du football ont rendez-vous à Monaco pour la First Aid Cup, un événement caritatif organisé par Louis Ducruet, le fils de la princesse Stéphanie de Monaco, que Yannick Desbévert de Monaco Info a rencontré. Regardez. On a bossé comme des dingues. Tu la devines, regarde. Là on voit là, ouais. Magnifique. Faite d'aluminium et de feuilles d'or, cette Fight Aids Cup est tout simplement splendide. Elle est l'œuvre du sculpteur Stéphane Cypre, sollicité par l'association. L'idée en fait c'était de voir le logo Fight Aids
et d'avoir le reflet de l'œuvre du bloc, en fait, qui reflète les spectateurs et le stade et tout ça, quoi. Il a fallu un travail d'une semaine, jour et nuit, dans son atelier de Saint-André-de-la-Roche avec son binôme pour élever ce trophée sculpture. Une pièce unique qui plaît forcément aux organisateurs de la Fighters Cup. Magnifique, exceptionnel, surtout dans le temps imparti qu'on a demandé à l'artiste de faire ce trophée. Je trouve ça magnifique et au-delà des attentes qu'on avait pour ce trophée, donc on est ravis. Ce trophée, je l'ai pondu à 3 h du matin. J'ai présenté des premières esquisses à Louis. On a travaillé ensemble. Et après, j'ai présenté ce dessin et j'ai dit, à mon avis, c'est ça. C'est l'événement caritatif principal du début d'année à Monaco. Un match de foot où sont réunies des légendes du ballon rond dans 2 équipes, les Barbadjians du Prince Albert et le Cirque FC de la Princesse Stéphanie. Cette année encore, de très grands noms comme Sidorf, Zaccardo, Luca Toni, mais aussi des petits nouveaux qui ont fait le bonheur des Monégasques. Fernando Morientes qui fait son grand retour au stade Louis II. On a David Trezeguet aussi. On a Claude Puel qui n'était pas là à la première édition. On a Bruno Bellone, Jérôme Roten, François Modesto pour l'équipe des Barbadjians. Les noms donnent l'eau à la bouche et même si 2022 ne sera que la 2e édition, les organisateurs de la Fighters Cup comptent bien faire de cet événement un rendez-vous annuel important de la principauté. Rendez-vous lundi 24 janvier à 18h30 au stade Louis II pour savoir qui soulèvera ce magnifique trophée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes de la TNT en région ou sur TV5 Monde. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.